Dans Avatar, on nous raconte souvent l'histoire d'un élu, un soldat brisé sur un monde étranger qui découvre une nouvelle manière de voir, de vivre, d'aimer, et qui finit par devenir un symbole. Mais cette histoire, on la connaît déjà. Ce que l'on oublie en revanche, c'est qu'un élu n'apparaît jamais sans conséquence, car lorsqu'un héros s'élève, quelqu'un d'autre est déplacé, effacé ou remplacé. Avatar n'est pas seulement une fable écologiste ou une épopée de science-fiction, c'est aussi une tragédie silencieuse construite sur une suite de destins imposés à ceux qui n'ont pas été choisis. Tsute devait être le chef, il devait guider son peuple, perpétuer la lignée, incarner l'avenir des Omaticaya. Jake Sully ne devait jamais poser le pied sur Pandora. Tom Sully devait être celui qui ferait le lien entre les mondes. Et pourtant, l'histoire a bifurqué. Et c'est précisément ce que racontent les comics Le Destin de Tsute et le chapitre Frères. Je vais donc vous proposer une analyse, une lecture de ce que ce point de vue raconte en creux sur Pandora, sur ses traditions et surtout sur la manière dont la saga traite le destin, l'héritage et le sacrifice. Les comics Avatar ne cherchent pas à réécrire les films, ils font quelque chose de bien plus cruel, de bien plus intéressant aussi. Ils nous montrent l'envers du mythe, le point de vue de ceux qui survivent à leur propre effacement, ceux dont le rôle n'était pas de gagner, mais de disparaître pour que l'histoire avance. Dans Avatar, le destin n'est pas une récompense, c'est une charge, un poids transmis de génération en génération, souvent sans consentement. Et si Jake Sully est devenu un héros, alors il faut se poser une question dérangeante. Qui a dû perdre sa place pour qu'il puisse la prendre? C'est cette question et toutes ces résonances tragiques que nous allons explorer aujourd'hui. Et si ce format vous parle, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la vidéo. Ça aide énormément face à l'algorithme, vous connaissez la chanson. Et si cette exploration trouve son public, je poursuivrai évidemment avec les autres volumes des comics Avatar et leurs aventures inédites, dont la plupart écrites directement par James Cameron lui-même. Mais avant d'entrer pleinement dans l'analyse, il faut prendre un instant pour comprendre ce que raconte réellement le bouquin Le Destin de Tsute, car cette bande dessinée ne réécrit pas Avatar, elle le traverse seulement. L'histoire se déroule en parallèle du premier film, mais en changeant radicalement de point de vue. Ici, Jake Sully n'est pas le héros, c'est juste un événement. Le récit suit Tsute, guerrier Omaticaya, formateur des jeunes chasseurs et héritier désigné du clan. Il est destiné à devenir Olo-Ektan, le chef du peuple, et à s'unir avec la future Tsaik, la prêtresse d'Eywa. Tout son avenir est déjà tracé, non par ambition, mais par simple continuité, tradition. Puis arrivent ceux qui viennent du ciel, les humains, et avec eux, quelque chose se brise. La bande dessinée ne montre pas directement ces événements, elle les évoque, discrètement, comme une blessure dont on ne parle plus, mais qui structure tout. On comprend simplement qu'un drame a eu lieu, qu'une perte ancienne a marqué le clan Omaticaya bien avant l'arrivée de Jake. Et c'est cette mémoire-là qui explique la fermeture du clan, le rejet des humains, la fin de l'école et surtout la colère de Tsute. Une colère que le film montrait comme de l'hostilité, mais que le comique révèle comme une conséquence. Car chez les Omaticaya, la haine ne naît jamais du refus de l'autre, elle naît d'une blessure que personne n'a réparée. Et à partir de là, la BD accompagne des événements que l'on connaît déjà, mais vus depuis l'ombre. L'arrivée de Jake avec le clan, son apprentissage accéléré, son lien avec Neytiri, son attention, etc. À chaque étape, Tsute observe, il doute, il résiste, puis lentement, il comprend. Lorsque Jake devient Toruk Makto, par exemple, Tsute ne conteste plus sa légitimité, il la reconnaît, mais cette reconnaissance a un prix, elle signe la fin de son propre rôle. Puis, gravement blessé lors de la bataille finale, Tsute demande enfin à rejoindre ses ancêtres, non comme un martyr glorifié, mais comme quelqu'un qui a compris que sa survie n'avait plus de place dans l'histoire qui s'écrit. Le destin de Tsute n'est donc pas le récit d'une défaite, c'est celui d'un effacement, silencieux, nécessaire, mais tragique. Et c'est précisément pour ça que Tsute n'est pas un personnage secondaire, il est le premier choix du monde de Pandora, avant que le monde ne décide de changer de héros. Ainsi, avant d'être un obstacle, avant d'être une colère, avant même d'être une tragédie, Tsute est un pilier. Dans Avatar, le film nous présente souvent Tsute comme une figure rigide, méfiant envers les humains, opposé à Jake, presque caricatural dans son refus de changement. Mais les comics rétablissent une vérité essentielle, Tsute n'est pas un extrémiste, il est le choix logique. Chez les Omaticaya, rien n'est laissé au hasard. Le pouvoir n'est pas une ambition personnelle, c'est une continuité, un héritage préparé, transmis et assumé. Et dans cette logique-là, Tsute est parfaitement à sa place. Il est l'un des meilleurs guerriers du clan, un combattant, oui, mais surtout un formateur. Il entraîne les jeunes guerriers, leur transmet les gestes, les réflexes et les règles. Il n'enseigne pas la gloire, il enseigne la responsabilité. Ce rôle est fondamental parce qu'il fait de lui bien plus qu'un soldat, il est déjà chef en devenir. Un homme tourné vers l'avenir du clan, pas vers sa propre reconnaissance, sa propre gloire. Son destin est d'ailleurs presque scellé. Tsute est promis à devenir Olo-Ektan, le chef des Omaticaya. Et ses fiançailles avec la future Tsaik ne sont pas seulement sentimentales, elles sont politiques
spirituelle et culturelle. Le couple qu'ils forment, ou devaient former, incarne l'équilibre entre force et sagesse, entre commandement et lien avec Eywa. Et cette future Tsaïk, ce n'était pas Neytiri, c'était Silwanin, la petite sœur, pure et fragile, la véritable héritière spirituelle, celle qui a été élevée pour écouter Eywa, interpréter ses signes, soigner et guider le peuple. Elle était son véritable amour, elle devait être sa Tsaïk, elle devait être l'axe spirituel du clan. Et sa disparition ne détruit pas seulement un couple potentiel, elle détruit une trajectoire politique, une structure religieuse et un avenir personnel. Sa mort semble évoquée comme un traumatisme parmi d'autres, mais les comics montrent que c'est une fracture structurelle. Avec elle disparaissent deux futurs à la fois, celui de la future Tsaïk et celui de Tsuté en tant que chef pleinement accompli. Et Neytiri devient alors une remplaçante, pas par désir, pas par vocation, mais par nécessité. Elle n'était pas destinée à devenir Tsaïk, cette place appartenait à sa petite sœur. Neytiri devait être autre chose, une chasseuse, une guerrière, peut-être une figure libre, mais pas la future prêtresse du clan. La mort de sa sœur ne l'élève pas, elle l'enferme dans un rôle. Et c'est essentiel pour comprendre son personnage dans les films. Neytiri n'a pas été préparée à devenir la Tsaïk, elle n'a pas grandi dans la contemplation, la retenue ni même la méditation. Elle a été formée comme une chasseuse, comme une guerrière, comme Tsuté, comme fille de chef, mais pas comme prêtresse. Ce décalage explique donc pourquoi, dans les films, Neytiri semble toujours plus à l'aise dans l'action que dans la guidance spirituelle, pourquoi elle est intense, viscérale et parfois même brutale. Elle porte un rôle qui n'est pas le sien. Et Tsuté, lui, porte le poids inverse, celui d'un avenir qui lui était destiné et qui lui est retiré, morceau par morceau. Sa vision du monde est pourtant claire et profondément Na'vi. Tsuté croit en la tradition, pas comme une prison mais comme une mémoire vivante. Il croit à la continuité du clan, en la transmission des rôles, en l'idée que chacun a une place, non pas choisie mais reconnue. C'est pour cela qu'il rejette Jack, pas par jalousie, pas par haine instinctive, mais parce que Jack est une anomalie, un corps emprunté, un esprit étranger. Du point de vue de Tsuté, Jack ne respecte aucune étape, il saute les rites, il brûle les processus, il accède à une position qui, normalement, se mérite sur toute une vie. Et pourtant, c'est là que la tragédie commence. Parce que Tsuté n'est pas un homme figé, il est capable d'apprendre, de douter et d'évoluer, mais le récit ne lui en laissera pas le temps. Tsuté incarne la stabilité d'un monde avant la rupture. Avant Jack, tout avait un sens, et c'est précisément pour cela que son destin est si cruel. Le récit n'a pas besoin de lui, parce qu'il fonctionne trop bien. Jack Sully n'entre pas dans l'histoire comme un héros, il y entre comme une solution de remplacement. Un frère mort, le vrai génie, un corps en trop, un soldat brisé cloué dans un fauteuil à qui l'on propose un rôle qu'il n'a pas demandé, simplement parce qu'il est génétiquement compatible. Dès le départ, Jack est un accident narratif, il ne connaît rien à Pandora, rien au Na'vi, rien à Eywa. Il n'est ni érudit, ni anthropologue, ni même diplomate, il n'a aucune compréhension profonde des rites, des mythes, des équilibres culturels, et pourtant c'est lui qui va tout bouleverser. Son arrivée chez les Omaticaya agit comme une perturbation brutale dans un système pourtant stable, pas parce qu'il est violent, mais parce qu'il ne correspond à aucune catégorie existante. Jack n'a pas de place définie, il n'est pas destiné à diriger, il n'est pas destiné à transmettre, il est là pour observer, apprendre, puis repartir, du moins en théorie. Mais là où Tsuté incarne le monde tel qu'il doit se perpétuer, Jack incarne le monde tel qu'il doit changer, y compris pour l'être le plus important de tous. Eywa. Ce n'est pas qu'il comprend mieux Pandora, loin de là, c'est qu'il la regarde sans héritage, sans poids ancestral, sans continuité à préserver. Jack ne protège pas un ordre ancien, il improvise. Et cette improvisation devient peu à peu une force narrative. Il apprend vite, il chute, il transgresse, il se trompe. Là où Tsuté respecte chaque étape, Jack les traverse parfois sans même les voir, et c'est précisément ce qui le rend acceptable, puis indispensable, car Jack n'est pas choisi parce qu'il est le meilleur, il est choisi parce qu'il est disponible, disponible à la transformation, disponible au renoncement, disponible à devenir autre chose. Le moment clé de cette bascule, évidemment, c'est Toruk Makto, un titre mythique, rare, presque irréel. Toruk Makto n'est pas censé être un leader politique, c'est un symbole en temps de crise, un signe que le monde est en danger. Et Jack devient ce symbole, non pas parce qu'il incarne la tradition, mais parce qu'il est prêt à prendre un risque que personne d'autre ne peut se permettre. Tsuté ne peut pas monter Toruk, pas parce qu'il en serait incapable, mais parce que cela irait à l'encontre de tout ce qu'il représente, et qu'il respecte beaucoup trop la dernière ombre. Jake, lui, n'a rien à perdre, il n'a pas d'héritage à protéger, pas de lignée à honorer, pas de place à préserver, alors il saute, et le récit le récompense. Jake devient alors chef,
Jake devient une figure d'unité et Jake devient un pont entre les clans. Jake devient ce que le monde attend de lui, même si le monde n'était pas censé l'attendre. Et c'est ici que le miroir avec Tsute devient cruel. Tout ce que Jake gagne, Tsute le perd. Non pas par incompétence, non pas par erreur morale, mais parce que le récit n'a plus besoin de stabilité. Il a besoin d'un symbole. Jake prend une place qui n'était pas la sienne, mais que le monde exigeait. Et ce déplacement n'est pas glorieux, il est tragique, car Jake n'efface pas Tsute volontairement, il ne le vole pas, il le remplace sans même le vouloir. C'est là que la saga Avatar devient profondément moderne. Elle ne raconte pas l'ascension d'un élu méritant, elle raconte l'émergence d'un élu par défaut. Un homme qui devient central non pas parce qu'il est exceptionnel, mais parce qu'il est au bon endroit, au bon moment, dans un monde qui s'effondre. Et c'est peut-être pour ça que Jake est si difficile à juger, et qu'il prendra aussi tant de décisions discutables par la suite. Il n'est ni un usurpateur, ni un sauveur pur, il est une nécessité narrative, un symptôme d'un monde en crise. Un homme qui prend une place vide sans jamais pouvoir oublier qu'elle ne lui appartenait pas. Certains héros ne meurent pas dans la bataille, ils meurent quand l'histoire décide qu'ils ne sont plus nécessaires. Dans les films, Tsute est souvent perçu comme un rival. Dans les comics, il apparaît sous un autre jour, un pédagogue, un mentor, un pilier du clan. Il forme les jeunes guerriers au Matikaya. Il transmet les traditions, les techniques de chasse, l'éthique guerrière et le respect d'Eiwa. Il n'est pas un guerrier impulsif, il est un passeur. Un homme qui prépare l'avenir sans savoir qu'il n'en fera pas partie. Le mentor d'une génération qui ne lui appartiendra jamais. C'est là toute la tragédie. Tsute ne vit pas pour lui-même, il vit pour ce que le clan doit devenir. Tsute n'est pas un futur chef par ambition personnelle, il est futur Holo-Ectan par fonction sociale, héritage et continuité du récit au Matikaya. Son union avec Neytiri, la future Tsaïk, n'est pas un amour romantique, c'est une alliance politique, spirituelle et culturelle. Le comic book montre une chose que le film suggérait à peine. Tsute est un personnage du devoir, pas du désir. Il incarne la stabilité d'un peuple qui se transmet depuis des générations, un monde où chacun a une place, tant que le monde ne change pas. Puis il y a la fracture, la mort de Silwanin. Même si les comics ne montrent pas l'événement en détail, à savoir un accident provoqué par ceux qui viennent du ciel, ils en montrent toutefois la conséquence, un Tsute figé dans le passé, privé d'avenir affectif et privé de sens intime. Tsute ne perd pas seulement une future femme, il perd l'avenir qu'il devait vivre. Alors que Tsute est l'homme qui devait être chef, Neytiri est la femme qui ne devait pas l'être. Et Jake arrive au milieu de ce drame comme la solution parfaite pour un récit qui, lui, n'a jamais demandé leur avis. Et quand Jake arrive, Tsute ne le hait pas par jalousie personnelle, il le voit comme ce qu'il est symboliquement, une anomalie dans un récit ancestral. Jake n'est ni héritier, ni initié, ni formé dès l'enfance, il n'a pas grandi dans Eywa, il ne connaît ni les chants, ni les cycles, ni les codes implicites du clan, et pourtant il progresse vite. Trop vite. Dans les comics, Tsute observe Jake avec méfiance, rivalité, mais aussi une lucidité progressive. Il comprend quelque chose d'essentiel. Jake n'est pas en train de prendre sa place par ambition, c'est le récit qui lui offre cette place. Il comprend que Neytiri s'attache à Jake, que le clan commence à voir en lui un pont entre les mondes et qu'Eywa elle-même semble l'accepter. Tsute n'est pas renversé par un coup d'état, il est effacé par une histoire plus grande que lui-même, il devient un personnage conscient de son remplacement. Pas un antagoniste, pas un jaloux caricatural, mais un homme qui voit son destin se dissoudre sous ses yeux. Et pourtant, Tsute ne deviendra pas un traître, il ne devient pas un extrémiste ou un antagoniste, il ne cherche pas à renverser Jake par la force. Il l'accepte, pas par faiblesse, mais par dignité. Il comprend qu'il ne gagnera pas, mais il refuse de devenir un obstacle à son peuple. Il choisit la continuité plutôt que l'ego. Dans une autre saga, il aurait été le méchant. Dans Avatar, il est quelque chose de bien plus cruel, un héros dont l'histoire n'avait plus besoin. Tsute n'échoue pas, il est remplacé par le récit lui-même, et il choisit de rester digne dans un monde qui n'avait plus de place pour lui. Avatar, ainsi, ne raconte pas seulement l'ascension de Jake, il raconte aussi la disparition silencieuse de Tsute. Et donc, avant Jake Sully, avant Tsute, avant même Pandora telle que nous la connaissons, il y avait Tom Sully. Un nom à peine évoqué dans les films, une absence plus qu'un personnage, et pourtant toute la saga Avatar repose sur lui. Tom Sully était le frère destiné à Pandora, pas par accident, pas par défaut, par logique. Il était scientifique, curieux, ouvert au dialogue, formé pour comprendre et pas pour conquérir. Là où Jake était un soldat, Tom était un passeur, un homme fait pour le lien, pour la médiation, pour la transmission. Si Pandora avait suivi un chemin idéal, c'est Tom qui aurait rencontré les Na'vi, c'est Tom qui aurait appris leurs rites, et c'est Tom qui aurait peut-être changé le destin de ce monde. Sans guerre. Peut-être. Sauf qu'Avatar n'est pas une histoire idéale.
Tom meurt avant même que le récit ne commence, et cette mort ce n'est pas un simple prétexte scénaristique, c'est le premier destin brisé de la saga. Jake n'est donc pas choisi pour Pandora, il hérite de Pandora, comme il héritera plus tard de la place de Tsute. Toujours le même schéma, toujours un mort, toujours un vivant qui prend sa place. Et c'est dans le chapitre Frères que cette idée devient limpide. Dans cette scène absente des films mais d'une richesse symbolique immense, Jake suspendu dans les airs, dans sa bataille qui le verra lié à Toruk par le Tsaelyu, il discute avec Neytiri en off. Il lui parle de son frère et de leur mythe préféré, deux mythes grecs, deux visions du héros, deux manières d'entrer dans la légende. Jake, lui, parle d'Alexandre le Grand et de son cheval noir, Bucéphale. Il raconte comment Alexandre, encore enfant, a su dompter l'animal, non par la force, mais par l'intelligence, en comprenant que le cheval avait peur de son ombre et en l'approchant à midi, face au soleil. C'est un mythe d'audace, de ruse et d'adaptation. Un mythe où le héros triomphe parce qu'il comprend le monde au lieu de lui résister. Jake appelle même Alexandre Alex, comme un ami, comme un modèle intime, et ce détail est fondamental, car Jake se voit clairement dans ce récit, quelqu'un qui improvise, qui ose et qui avance là où personne n'avait prévu qu'il irait. Tom, quant à lui, préférait la mythologie antique et le personnage de Bellérophon, le premier homme à avoir dompté Pégase, le cheval ailé. Un exploit absolu, un mythe de dépassement, mais Bellérophon ne s'arrête pas là. Grisé par sa réussite, il tente de rejoindre l'Olympe, de défier les dieux, et pour cela, il a chuté, il fut puni et brisé. Tom admirait ce mythe non pour sa chute, mais pour ce qu'il dit du prix à payer quand on s'approche trop du sacré. Donc deux frères, deux visions du héros. Jake admire celui qui s'adapte au monde, Tom admire celui qui cherche à comprendre le divin, quitte à en souffrir. Et pendant que Jake nous raconte cette histoire, l'image nous montre exactement ce que le mythe annonce. Jake suspendu à Toruk, le plus grand des prédateurs aériens, une créature presque divine. Toruk est à la fois Bucéphale et Pégase, un symbole de pouvoir et de danger. Mais Jake réussit là où Bellérophon a échoué, approcher le sacré sans être immédiatement détruit par lui. C'est donc là que Frère élargit encore le propos d'Avatar à l'humanité entière. Tom était peut-être le héros idéal, mais le monde n'était pas prêt pour lui. Jake est un héros imparfait, mais le monde avait besoin de lui. La mort de Tom a tout déclenché, la venue de Jake, la chute de Tsute, la guerre, la tragédie. Et ce n'est pas un hasard si c'est un schéma qui se répète. Tom disparaît, Tsute tombe, alors Jake avance, non pas parce qu'il est légitime, mais parce que le récit ne supporte pas le vide. Toujours un héritage non désiré, toujours une place prise après une perte. Jake n'est pas un élu naturel, il est donc un remplaçant, sauf peut-être dans le cœur de Neytiri. Évidemment. Et Avatar ne cesse de nous rappeler que les remplaçants portent toujours le poids de ceux qu'ils remplacent. Jake ne devient jamais Toruk Makto sans entendre l'ombre de Tom. Il ne devient jamais Olo-Ektan sans marcher sur la trajectoire brisée de Tsute. Le héros d'Avatar n'est pas celui qui était destiné l'être, c'est celui qui survit assez longtemps pour porter un destin trop lourd pour lui. Et c'est peut-être pour cela que la saga est si profondément mélancolique. Parce qu'au cœur de son mythe, il n'y a pas un héros triomphant, il y a une question. Et si le vrai héros était celui qui n'a jamais eu le temps d'exister ? Dans Avatar, et globalement chez Cameron, mourir n'est jamais un accident, c'est une fonction. Avant d'être un guerrier brutal, avant d'être l'ombre hostile qui s'oppose à Jake, Tsute était un homme déjà brisé. Et son traumatisme n'est pas né de la jalousie, il naît de la perte. La mort de Silwanin, causée par ceux qui viennent du ciel, est l'événement fondateur de sa haine. Mais surtout, c'est l'événement qui détruit tout ce qui donnait un sens personnel à son avenir. Silwanin n'était pas seulement la sœur de Neytiri, elle était la future Tsaïk et l'amour véritable de Tsute. Avec elle, il ne portait pas seulement un héritage politique ou spirituel, ni même un devoir, il portait un futur désiré. Sa mort n'a donc pas seulement arraché une personne, elle a arraché une trajectoire entière. Après Silwanin, tout ce qu'il reste de Tsute relève du devoir, son statut, son rôle, son avenir de futur Olo-Ektan. Mais ce n'est plus un avenir choisi, c'est un rôle qu'il endosse par inertie, par loyauté et par nécessité. Une continuité imposée, il devient alors un héritier sans avenir. Et c'est là que le personnage devient profondément tragique. Tsute porte l'avenir de son peuple mais a déjà perdu le sien. Et enfin, lorsque Jake devient Toruk Makto, quelque chose se brise définitivement. Une dépossession finale, pas par orgueil mais par lucidité. Tsute reconnaît immédiatement ce que Jake est devenu. Il le respecte sincèrement et c'est même enfin réciproque. Mais ce respect a un prix terrible, il comprend que sa place n'est plus légitime, le monde a changé, le récit a bifurqué, et lui n'est plus qu'un vestige d'un futur qui n'existera jamais. À cet instant, Tsute n'est plus un rival, il est un homme qui accepte d'être dépassé par l'histoire. Et la mort de Tsute n'est pas une mort héroïque au sens tragique, il ne meurt pas pour briller, il ne meurt pas pour être célébré, il meurt parce que le récit n'a plus besoin de lui vivant. Son sacrifice devient alors une forme de libération ambiguë. Rejoindre Eywa, rejoindre les ancêtres et surtout rejoindre Silwanin. Enfin.
Pour un homme qui a tout perdu, son amour, son futur, sa place, mourir n'est peut-être pas la pire issue. Surtout que ce qu'il protège réellement en mourant, ce n'est pas sa gloire, c'est la continuité du monde, l'équilibre du clan et la légitimité de Jake en tant que leader. Il disparaît pour que l'histoire continue. Le même schéma, encore et toujours, c'est ici que Tsute rejoint Tom Sully. Tom devait être là, Tsute devait guider, tous deux étaient des figures légitimes, des héritiers naturels, des trajectoires cohérentes, et tous deux disparaissent pour que notre puisse avancer. Jake ne gagne pas leur place, il la reçoit, chargé de mort, chargé d'absence, chargé de sacrifice. Ce que la saga nous dit, en creux, c'est qu'Avatar glorifie le sacrifice, mais il ne montre presque jamais le vide qu'il laisse derrière. Il avance parce que certains personnages acceptent de ne pas survivre à l'histoire. Tsute accepte de disparaître pour que le monde continue. Tom disparaît pour que Jake commence. Et Jake, lui, devra apprendre à vivre avec ce poids. Car dans Avatar, survivre n'est pas une victoire, c'est une responsabilité héritée de ceux qui n'ont pas eu ce choix. En conclusion, ce que le destin de Tsute et frère apporte réellement à Avatar, ce n'est pas du contexte supplémentaire, ce n'est pas du remplissage de lore, ce n'est même pas une extension du récit, c'est un déplacement du regard. Ces comics ne cherchent pas à enrichir l'épopée du héros, ils la fragilisent, ils en montrent le coup invisible. Car une fois qu'on a vu Avatar à travers Tsute et Tom Sully, il devient impossible de raconter cette saga comme une simple histoire d'éveil ou de destinée accomplie, ni même un simple Pocahontas avec des schtroumpfs. Tsute n'était donc pas un personnage secondaire, il devient rétrospectivement l'un des piliers moraux et tragiques de la saga, il incarne tout ce que le récit aurait pu être et tout ce qu'il a fallu sacrifier pour qu'il devienne autre chose. Il était l'héritier légitime, le futur chef, l'homme formé pour guider son peuple dans la continuité, pas dans la rupture. Et pourtant, il disparaît, non pas parce qu'il a échoué, mais parce que le monde n'avait plus besoin de stabilité, il avait besoin d'une fracture. Tom Sully, lui, représente exactement la même logique côté humain, le scientifique idéal, le médiateur, le génie, celui qui aurait peut-être permis une rencontre moins violente entre les mondes, et lui aussi disparaît, et laisse la place à un autre, un remplaçant, un survivant. Jake Sully ne devient donc pas un héros parce qu'il est destiné à l'être, même si on pourrait en reparler concernant Eywa, mais il le devient parce que tous ceux qu'il était avant lui ont été effacés. C'est ça le cœur tragique d'Avatar. La saga ne raconte pas comment on choisit son destin, elle raconte comment le monde impose le sien. À Tsute qui devait être chef, à Neytiri qui n'était pas destiné à devenir Tsaïk, à Jake qui n'aurait jamais dû être là, à Loak qui hérite d'un rôle forgé par la mort de son frère, à Kiri qui porte un mystère qu'elle n'a pas demandé, ou même à Spider qui naît du mauvais côté de l'histoire. Dans Avatar, personne ne devient ce qu'il voulait être, chacun devient ce que le monde exige de lui. Et c'est pour ça que cette saga, sous ses airs de science-fiction spectaculaire, est profondément pessimiste et profondément humaine, parce qu'elle nous rappelle une vérité inconfortable, les héros ne naissent pas, ils sont fabriqués par la guerre, par la perte et par le sacrifice de ceux dont le nom ne restera pas. Avatar ne raconte pas comment devenir un héros, il raconte ce que le monde exige pour en fabriquer un. Et parfois, le plus grand acte de courage, ce n'est pas de changer le monde, c'est d'accepter que le destin ne prononcera jamais notre nom. Voilà, si vous êtes arrivé jusqu'ici, sincèrement, merci d'avoir pris le temps de traverser cette histoire avec moi, de regarder Avatar autrement, pas comme un simple spectacle, mais comme un récit fait de pertes, de silence et de destin brisé. Et surtout, restez dans le coin parce que pour la prochaine vidéo, on quittera l'ombre du film pour plonger dans une histoire totalement inédite, issue d'un scénario original de James Cameron, Le Chant Céleste. Un récit à part, plus mystique, plus dérangeant aussi, et qui change encore notre regard sur Pandora.